Il est 20h30, un mardi soir, et sur le toit-terrasse au sommet de la tour, le vent s'engouffre et traverse mon blazer de créateur avec la violence d'une lame d'air glaciale de janvier. En contrebas, le quartier de la Défense s'étend à perte de vue, une grille étincelante d'ambition où les taxis parisiens se faufilent comme des filets de lumière dans les rues. Les gratte-ciels de bureaux flamboient, incandescents d'une avidité qui ne prend jamais de repos. C'est le genre de panorama qui se monnaie à prix d'or, le genre de vue pour laquelle on paie un verre de Grand Cru une petite fortune. Je tiens ce verre en ce moment même. Un cabernet millésimé, de la couleur de la vieille fortune, du sang et du velours. Je le regarde onduler, ma main tremblant imperceptiblement sous l'effet du froid et de la tension. Cette soirée est la mienne. Entièrement la mienne. 50 invités triés sur le volet, toute l'élite financière de Paris, venue célébrer ma promotion secrète au poste de vice-présidente chez Lemaire et Associés. À 30 ans, je viens de décrocher un poste que la plupart des gens mettent 2 décennies à atteindre, en y laissant des plumes et une partie de leur âme. Le cabinet gère 3,7 milliards d'euros d'actifs, et je suis désormais l'une des 5 personnes à détenir le pouvoir de signature. Je devrais me sentir triomphante, au sommet du monde. Au lieu de ça, je ressens un vide abyssal. Il y a 2 semaines, j'ai invité mes parents et ma sœur, Manon, à fêter mon 30e anniversaire dans un bistrot convivial à Montmartre. Rien d'extravagant. Je voulais une ambiance décontractée, chaleureuse, familiale. Ils ont tous annulé. Manon avait besoin de temps pour guérir à Courchevel après avoir été licenciée de son 3e poste dans le marketing en 2 ans. Valérie, ma mère, m'a dit, et sa voix résonne encore parfaitement dans ma tête, nous devons soutenir ta sœur en ce moment, Clara. Toi, tu es indépendante. Tu n'as pas besoin de nous. Alors, j'ai loué ce toit-terrasse pour lui prouver qu'elle avait raison. Pour me prouver que je n'avais besoin de personne, pour célébrer seul, entouré de collègues et de clients qui respectent mon travail mais ne savent rien de la femme qui se cache derrière le tailleur impeccable. L'ironie a un goût plus amer que le vin. Le carillon de l'ascenseur retentit. 4 hommes en sortent. Ils portent des costumes, mais pas le genre de costumes que l'on voit dans ce genre de soirée. Ceux-là sont de prêt-à-porter, fonctionnels, oubliables, le genre de tenue conçue pour se fondre dans la masse tout en hurlant agent du gouvernement à quiconque prête attention. Ils se déplacent à travers la foule avec une précision militaire, et j'observe leur trajectoire avec une appréhension grandissante, car je vois exactement où ils se dirigent, vers moi. Ils m'encerclent contre la balustrade en verre, bloquant tout échappatoire avec l'efficacité de ceux qui ont répété ce geste 1 millier de fois. L'agent principal est grand, les cheveux grisonnants, avec des yeux qui ressemblent à un bilan comptable, froid, analytique, ne laissant rien passer. Clara Dubois. Ce n'est pas une question. Il brandit un insigne, et je distingue les mots « Direction générale de la sécurité intérieure » avant qu'il ne poursuive. Vous êtes retenu en vertu de la loi sur l'espionnage. Nous avons détecté une intrusion physique dans votre installation industrielle près de la Loire. Des communications sécurisées suggèrent que vous avez vendu des protocoles de code d'accès à un tiers. Le monde bascule. Loi sur l'espionnage. Ces mots n'ont pas leur place dans ma vie. J'investis dans l'immobilier industriel. Je rénove des entrepôts. Je gère une petite entreprise discrète en parallèle, des fermes de serveurs pour des sous-traitants du ministère des Armées. Tout est légal, sous licence, compartimenté. Tout l'est. Je n'ai rien vendu, j'arrive à articuler, mais ma voix semble lointaine, comme si elle venait de sous l'eau. Vous aurez l'occasion de vous expliquer, dit le commissaire Bernard, lisant mon nom sur mon badge d'employé, toujours accroché à mon blazer. Pour l'instant, vous venez avec nous. Mes collègues me dévisagent. Monsieur Pierre Lemaire, l'associé principal, a l'air horrifié. Les clients que j'ai passé des mois à courtiser sortent leur téléphone, probablement déjà en train de rédiger des emails pour se distancer de tout scandale auquel je suis sur le point d'être associé. Ma carrière est en train de mourir en direct, étouffée sous le poids des suppositions et des questions de responsabilité. Ils m'escortent jusqu'à l'ascenseur de service. Pas de menottes. C'est déjà ça. Mais le message est clair, je ne suis pas en état d'arrestation, mais je ne suis absolument pas libre. Nous descendons 43 étages en silence, un silence seulement rompu par le sifflement pneumatique de la cabine et le martèlement de mon pouls dans mes tempes. La ruelle derrière l'immeuble sent les ordures et la pluie. Garé entre 2 bennes, un véhicule qui ressemble à un croisement entre un fourgon blindé noir et un centre de commandement mobile.
L'acronyme SIF me revient en mémoire, tiré d'un briefing de contrat de défense. Sensitive Compartmented Information Facility. Une pièce portable conçue pour empêcher tout signal d'entrée ou de sortir. C'est réel. C'est en train de se produire. Ils me font entrer et la porte se scelle avec un bruit de coffre-fort de banque qui se ferme. L'intérieur est exigu, clinique, rempli d'écrans et d'équipements de communication. Il y a une table en métal boulonnée au sol et 2 chaises qui ont l'air particulièrement inconfortables. Tout est gris ou noir. Tout est froid. Asseyez-vous, ordonne Bernard, et je m'assois. Un autre agent, plus jeune, commence à installer du matériel d'enregistrement. Bernard pose une tablette sur la table entre nous, et je peux voir des flux de surveillance, plusieurs angles d'un bâtiment que je reconnais avec un haut le cœur. La boîte grise, mon entrepôt. Sauf que ce n'est pas vraiment un entrepôt. À 20h20, heure normale d'Europe centrale, nous avons détecté une intrusion non autorisée dans l'installation enregistrée au nom de Dubois Industries, poursuit Bernard, le ton neutre, procédurier. Cette installation abrite une infrastructure de serveurs pour plusieurs sous-traitants du ministère des Armées. L'intrusion a déclenché une alarme silencieuse connectée à la section cyber de la DGSI. Il y a 3 minutes, nous avons observé 2 individus sectionner le cadenas secondaire. Il fait glisser la tablette vers moi. Sur l'écran, je vois 2 silhouettes en suite à capuche utilisant des coupe-boulons sur un cadenas de haute sécurité. L'horodatage en direct indique 20h40 et 15 secondes, NEC. Ça se passe en ce moment, je murmure. Ça se passe en ce moment, confirme Bernard. Et plus tôt dans la journée, nous avons intercepté des communications suggérant que vous avez facilité cette intrusion. Alors, je vais vous le demander directement, mademoiselle Dubois. À qui avez-vous vendu l'accès? Je n'ai vendu l'accès à personne. Jamais de la vie. Mon téléphone vibre dans la poche de ma veste. L'agent qui m'a fouillé tout à l'heure a dû le manquer. Ou peut-être l'ont-ils laissé délibérément. Bernard y jette un coup d'œil. Regardez, dit-il. Je sors mon téléphone avec des mains tremblantes. Il y a un SMS de Manon, envoyé à 20h20 NEC. Je l'ouvre et les mots sont si absurdes, si catastrophiquement insensés que je dois les relire 3 fois avant qu'ils n'aient un sens. Manon, argent reçu. Viens de vendre ton vieil entrepôt rouillé à Imo Express. 350 000 € cash, viré. Il le voulait ce soir. T'inquiète pas, j'ai mis l'argent sur le compte familial pour ma start-up. De rien. Pendant un instant, je ne peux plus respirer. Ni penser. Ni comprendre ce que je lis. Puis je lève les yeux vers le commissaire Bernard et je sens quelque chose changer dans ma poitrine. Ce n'est plus de la panique. C'est quelque chose de plus froid. De plus tranchant. Je n'ai pas vendu de secret d'État, dis-je lentement, chaque mot aussi précis qu'une incision chirurgicale. Ma stupide sœur vient de vendre le bâtiment à un grossiste prédateur pour le prix d'une Ferrari d'occasion. Bernard lit le SMS. Son expression ne change pas, mais je vois le subtil changement dans sa posture. La tension dans la pièce pivote sur son axe. Je ne suis plus la suspecte principale. Je suis une victime d'usurpation d'identité qui se trouve être propriétaire d'un actif de sécurité nationale. Cela change absolument tout. 5 minutes se sont écoulées à l'intérieur du SIF, mais elles semblent avoir duré des heures. Le commissaire Bernard se penche en arrière sur sa chaise, en plein calcul. Les autres agents passent des appels, coordonnant quelque chose que je ne parviens pas à entendre. Les flux de surveillance sur la tablette montrent les 2 silhouettes à mon entrepôt, toujours en train de s'acharner sur le cadenas. Expliquez-moi cet actif, dit Bernard. Je prends une profonde inspiration, organisant mes pensées. C'est comme expliquer un tour de magie. L'effet est impressionnant, mais la méthode est banale une fois qu'on la comprend. Il y a 6 ans, j'ai acheté cette propriété pour 800 000 €. Elle se trouve dans une zone industrielle à 40 minutes de la ville. Pas de voisins résidentiels, pas de passage, aucune raison pour qui que ce soit de passer devant, à moins d'y aller spécifiquement. Ma sœur Manon, qui l'a visité une seule fois quand je l'ai acheté, pense que c'est une ruine. Des murs en béton, pas de fenêtres, pas d'enseigne, entourés d'un grillage. Elle a dit que c'était une décharge et n'y est jamais retournée. Bernard m'observe attentivement. Mais ce n'est pas une décharge. C'est une boîte grise, dis-je,
utilisant le terme de l'industrie. Un centre de serveurs sécurisé pour des sous-traitants de la défense qui ont besoin d'une infrastructure de sauvegarde hors site. Le bâtiment n'a pas de fenêtres parce que les fenêtres sont une faille de sécurité. Elles permettent la surveillance visuelle et des angles de tir potentiels. Il n'y a pas d'enseigne car le but est la sécurité opérationnelle. La sécurité passive que Manon a vue au juste une clôture et des caméras est délibérée. Des gardes armés attirent l'attention. Un bâtiment anonyme dans une zone industrielle, non. Imo Express, m'incite Bernard. Je consulte mes emails sur mon téléphone, trouvant le message que j'avais marqué la semaine dernière mais que je n'avais pas eu le temps d'examiner. Imo Express est une société de vente en gros immobilière. Ils sont spécialisés dans les biens en difficulté, les saisies, les bâtiments abandonnés, les ventes de succession. Il y a une semaine, ils ont utilisé des images satellites pour repérer la zone. Je montre l'email à Bernard, une approche à froid, me demandant si je serais intéressé par la vente. J'avais répondu par un nom poli et pensais que c'en était fini. Qu'est-ce qu'il voit sur les photos satellites, demande Bernard. Des tours de refroidissement industriel, des systèmes de CVC de haute qualité. Le genre d'infrastructure dont on aurait besoin pour une ferme de serveurs massive. Je croise son regard. Il pense que c'est une installation privée de minage de crypto-monnaies. Des millions d'euros de matériel, abandonné ou oublié, qui n'attend qu'à être récupéré. La compréhension éclaire le visage de Bernard. Il n'essaie pas de pénétrer dans une installation gouvernementale. Ils essaient de piller ce qu'ils croient être une propriété privée avant que le propriétaire ne s'en aperçoive. Exactement. Ils prévoient probablement de démanteler les systèmes de refroidissement, de voler les serveurs et de disparaître avant que je ne puisse déposer une plainte. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que couper ce cadenas a déclenché une alarme fédérale liée à la surveillance du contre-espionnage. Bernard tapote quelque chose sur sa tablette. Nous avons une équipe d'intervention de la DGSI en route. Ils seront sur place dans environ 8 minutes. Il fait une pause. Imo Express est sur le point de passer une très mauvaise soirée. Il y a quelque chose de presque satisfaisant dans cette image. Des voleurs s'introduisant dans ce qu'ils pensent être un bâtiment abandonné pour se retrouver encerclés par des agents fédéraux. Mais la satisfaction est rapidement engloutie par une prise de conscience plus sombre. Manon a commis une fraude par virement bancaire, dis-je doucement. Et une usurpation d'identité. Oui, acquiesce Bernard. Pour exécuter une vente, elle aurait eu besoin de falsifier des documents d'entreprise, de signer des contrats en votre nom et de virer les fonds. Ce sont de multiples crimes fédéraux. Je devrais ressentir quelque chose de la peur pour ma sœur, de la culpabilité, une obligation familiale. Au lieu de cela, je ne ressens rien d'autre qu'une curiosité froide et distante quant à la suite des événements. Peut-être que je suis en état de choc. Peut-être que j'ai finalement épuisé ma capacité émotionnelle pour une famille qui n'a jamais été là pour moi. Je dois vérifier ma messagerie vocale, dis-je. Bernard hoche la tête et je navigue vers mes messages. Il y en a un de Valérie, ma mère, envoyé à 19h50 NEC, une demi-heure avant la clôture de la vente. Il est marqué comme une note vocale envoyée au groupe de discussion familiale. Je ne veux presque pas l'écouter. Un instinct me prévient que ce qu'il y a sur cet enregistrement va changer quelque chose de fondamental. J'appuie sur Play. La voix de ma mère remplit le siffle exigu et je réalise immédiatement qu'elle ne sait pas qu'elle enregistre. Elle parle à Stéphane, mon père, en arrière-plan. Ses mots sont légèrement étouffés, mais parfaitement clairs. J'ai bloqué Clara pour qu'elle ne puisse pas se plaindre. Vends juste l'entrepôt, Manon. Elle accumule cette camelote pendant que tu souffres. Considère ça comme une compensation pour avoir élevé une fille aussi égoïste. L'enregistrement continue, quelque chose sur le fait que j'ai toujours été difficile, que je n'ai jamais eu besoin de comme Manon, que c'est juste que l'enfant prodige reçoive quelque chose pour une fois. Puis ça coupe. Je reste assise, très immobile. Quelque chose en moi, quelque chose que j'ai porté toute ma vie, s'arrête tout simplement. C'est comme un moteur qui tournait constamment, si constamment que je n'avais même pas remarqué le bruit jusqu'à ce qu'il cesse. Ce besoin désespéré et douloureux de l'approbation de mes parents. La voix qui se demandait toujours si je pouvais être meilleur, travailler plus dur, accomplir plus, et alors ils me verraient enfin. Cette voix se tait. Ils ne m'ont pas seulement volé. Ils se sentaient en droit de me voler.
Ils ont appelé ça une compensation pour m'avoir élevé. Mademoiselle Dubois. La voix de Bernard semble lointaine. Je lève les yeux vers lui et je sens mon expression se figer en quelque chose de nouveau, de plus froid. Ma mère vient d'admettre avoir conspiré pour commettre une fraude par virement bancaire sur une ligne enregistrée. Elle a bloqué mon numéro pour que je ne puisse pas interférer, puis a encouragé Manon à vendre une propriété qu'elle savait ne pas leur appartenir. Bernard et les autres agents échangent des regards. Le plus jeune agent prend une note. Pour vous disculper complètement et sécuriser l'installation, nous avons besoin de l'aveu de Manon enregistré, dit Bernard avec précaution. Nous avons le SMS, mais un aveu enregistré rendrait l'affaire béton. Je comprends ce qu'il demande. Il veut que j'appelle Manon et que je la pousse à s'incriminer pendant que la DGSI écoute. Une partie de moi sait que je devrais me sentir en conflit. L'ancienne Clara, celle qui existait il y a 15 minutes, aurait été angoissée à l'idée de trahir sa famille. Mais cette Clara a entendu compensation pour avoir élevé une fille aussi égoïste. Cette Clara est morte. J'aurai besoin de mon avocat en attente, dis-je calmement. Maître Nicolas Leclerc. Il est spécialisé dans les cas de fraude d'entreprise. Bernard hoche la tête. Nous pouvons le joindre en conférence. Pendant qu'ils organisent l'appel avec Nicolas, je sors mes documents de SAS, Société par action simplifiée, sur mon téléphone. Statut de la société, déclaration fiscale, titre de propriété, tout est stocké dans un cloud crypté. Tout prouve que je suis l'unique propriétaire de Dubois Industries. Tout prouve que Manon n'avait aucune autorité pour vendre quoi que ce soit. Nicolas répond à la deuxième sonnerie. Je lui donne la version abrégée. Rétention par la DGSI. Ma sœur a vendu un actif de sécurité nationale. Besoin de la piéger sur enregistrement. À son crédit, il ne perd pas de temps en question. Je surveillerai l'appel. N'admettez rien. Laissez-les parler. Bernard connecte mon téléphone au système d'enregistrement forensique de la DGSI. Chaque mot de la conversation à venir sera documenté, horodaté, juridiquement recevable. Passez l'appel, dit Bernard. Je cherche le contact de Manon et lance un appel vidéo. Mon doigt plane au-dessus du bouton d'appel un instant. C'est le point de non-retour. Une fois que j'aurai passé cet appel, je ne serai pas seulement en train de coopérer avec la DGSI. Je participerai activement à la destruction de ma famille. Je pense au message vocal. Compensation pour avoir élevé une fille aussi égoïste. J'appuie sur le bouton. L'appel vidéo se connecte après 3 sonneries, jetant un pont entre deux mondes très différents. L'écran se remplit de chaleur et de lumière, et le contraste est si saisissant que je manque de sursauter. Je suis dans un véhicule de commandement de la DGSI sombre, exigu et stérile, garé dans une ruelle parisienne la nuit. L'air sent l'électronique et le métal froid. La seule lumière provient des moniteurs de surveillance qui baignent tout dans des teintes de bleu et de gris. Manon est dans un chalet de luxe à Courchevel. Comme Courchevel a 1 heure de retard sur Paris, il est 19h là-bas. À l'extérieur des immenses fenêtres derrière ma sœur, le dernier crépuscule alpin s'estompe en un violet profond contre la neige. À l'intérieur, cependant, c'est un monde de chaleur dorée. Un feu crépite dans une cheminée en pierre. Elle porte un pull en cachemire qui a probablement coûté plus cher que ma première voiture. Ses cheveux blonds sont parfaitement coiffés, sa peau rayonne de cette détente qui vient des soins en spa et de l'absence totale de conséquences. Elle fait la fête. Clara. Elle sourit à la caméra et je vois qu'elle en est déjà à quelques verres. Tu as eu mon texto? Assez incroyable, non? Je viens de te faire gagner 350 000 €. D'habitude, quand ma famille m'ignore ou s'attribue le mérite de mon travail, je deviens défensive. Je bafouille. J'essaie d'expliquer. Parfois, je pleure. Ce soir, je suis de glace. Manon, es-tu allé physiquement sur la propriété avant de la vendre? Ma voix est égale, presque curieuse. Elle rit. Pourquoi j'aurais fait ça? Je l'ai vu il y a 6 ans quand tu l'as acheté. Une vraie décharge. Honnêtement, je suis impressionné qu'Imo Express en ait même voulu. Elle prend une gorgée de champagne. J'ai tout fait en ligne. J'ai trouvé les vieux papiers de la SAS dans le coffre de papa et maman. J'ai créé une résolution du conseil d'administration autorisant la vente. J'ai signé en ton nom, et boum,
Les 350 000 € les plus faciles de ma vie. Dans le CIF, le stylo du commissaire Bernard glisse sur son bloc-notes. Manon vient d'admettre la falsification de documents et l'usurpation d'identité sur une ligne enregistrée par l'État. Tu as falsifié une résolution du conseil d'administration, je demande, mon ton toujours neutre, cherchant juste à clarifier. Ce n'était pas difficile, dit Manon, et je peux entendre la fierté dans sa voix. J'ai utilisé une plateforme de signature électronique et un modèle que j'ai trouvé en ligne. Imo Express n'a même pas posé de questions. Ils étaient si excités d'avoir la propriété. Ils ont viré l'argent en quelques minutes. Chaque mot est un clou de plus dans son cercueil. Fraude par virement, fraude informatique. Je devrais probablement l'arrêter, l'avertir, lui dire de prendre un avocat. Mais je me souviens du message vocal. Compensation pour avoir élevé une fille aussi égoïste. Manon, cette propriété n'est pas une décharge, dis-je tranquillement. C'est une boîte en béton sans fenêtre parce que c'est un site classifié. Il héberge des serveurs pour des sous-traitants du ministère des Armées. Il n'y a pas de fenêtre pour éviter les attaques de snipers. Il n'y a pas d'enseigne pour empêcher l'espionnage. Son sourire vacille. De quoi tu parles? J'ai vu les images satellites. Ce sont juste des unités de refroidissement industriel. Et tu as vu ce qu'Imo Express voulait que tu vois, j'interromps. Ils l'ont identifié comme une potentielle ferme de minage de crypto-monnaies et prévoyaient de piller le matériel avant que je ne m'en aperçoive. Ils ont coupé le cadenas du périmètre il y a environ 30 minutes. Maintenant, elle commence à avoir l'air incertaine. Stéphane apparaît dans le cadre derrière elle, le visage rouge de vin et de la lueur du feu. Arrête de mentir, Clara. Tu es juste jalouse parce que Manon a enfin fait quelque chose de productif. Ces mots sont légèrement pâteux. Nous avons vérifié la vue satellite. C'est une ferme de serveurs. Manon l'a vendue pour sa valeur à la casse. Honnêtement, tu devrais la remercier d'avoir enfin monétisé ce gaspillage d'argent. Je me penche légèrement en avant. Maman t'a dit qu'elle avait envoyé un message vocal au groupe familial? Celui où elle disait que vendre ma propriété était une compensation pour m'avoir élevé. L'expression de mon père s'assombrit. Ta mère était juste. Tu es toujours si dramatique, Clara. Si ingrate. Nous t'avons tout donné et voilà comment tu. Le commissaire Bernard fait un geste subtil. Sur l'un des moniteurs de surveillance, je vois un nouveau mouvement à l'entrepôt. L'équipe d'Imo Express a forcé la porte intérieure. Ils sont à l'intérieur maintenant, dans le couloir d'entrée, probablement confus de voir à quel point tout est propre et opérationnel pour un bâtiment abandonné. Et puis, sur le flux, je vois l'équipe d'intervention de la DGSI se mettre en place. Des véhicules noirs, des agents en tenue complète, encerclant le bâtiment avec la précision rapide d'un poing qui se referme. Ça y est. Le moment où tout passe du théorique au dévastateur. Le compteur de l'appel dépasse les 5 minutes alors que Valérie apparaît à l'écran, se faufilant dans le cadre à côté de Stéphane. Ils sont tous les trois regroupés sur un canapé en cuir qui a probablement coûté plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. L'éclairage chaleureux du chalet de Courchevel leur donne l'air d'un tableau de Norman Rockwell sur la convivialité familiale qui a mal tourné. Clara, chérie, je sais que tu es contrariée, dit ma mère en utilisant sa voix mielleuse et apaisante, mais tu dois comprendre, Manon avait besoin de ça. Elle a traversé tellement de choses en perdant son travail et tu as toujours été si indépendante. Tu n'as pas besoin de ce vieil entrepôt. Nous vous aidions toutes les deux. En me volant, je demande. Ce n'est pas du vol quand c'est la famille, intervient mon père. C'est du partage. C'est prendre soin les uns des autres. Quelque chose que tu n'as jamais compris. Les agents dans le CIF regardent ça comme si c'était une masterclass sur les dynamiques familiales narcissiques. Le jeune agent a l'air presque mal à l'aise, comme s'il était témoin de quelque chose de trop intime, de trop cru. Ma mère continue, et maintenant je peux entendre le changement dans son ton. Elle passe de l'apaisement à la culpabilisation. De plus, nous avons déjà dépensé une partie de l'argent, ma chérie. Nous avons versé un acompte de 50 000 € pour un camping-car de luxe. Ce n'est pas remboursable. Le concessionnaire a été très clair. Si tu gâches cette affaire d'une manière ou d'une autre, si tu essaies d'annuler la vente, tu volerais notre retraite. C'est vraiment ce que tu veux. Je laisse le silence s'étirer un instant. Je les laisse penser qu'ils ont marqué un point.
Puis je parle, très prudemment. Vous avez dépensé de l'argent volé pour un acompte de camping-car. C'est du recel de biens volés en vertu du droit pénal. Selon la manière dont le procureur veut qualifier les faits, cela pourrait aussi être du blanchiment d'argent. Le visage de mon père devient rouge. Oh, ne commence pas avec tes absurdités juridiques. Tu n'es pas avocate, Clara. Tu essaies juste de nous faire peur parce que tu es amère. En fait, la voix de Nicolas coupe à travers la ligne de conférence, et je vois Manon sursauter légèrement au son inconnu, elle a absolument raison. Monsieur et Madame Dubois, ici maître Nicolas Leclerc, l'avocat de Mademoiselle Dubois. Je suis actuellement sur une ligne enregistrée avec la DGSI. Vous venez d'admettre avoir sciemment dépensé le produit de ce que vous pensiez être une vente légitime, mais qui était en fait une transaction frauduleuse. Cela crée une exposition juridique significative pour vous. La couleur quitte le visage de ma mère. Manon regarde l'écran maintenant, vraiment, et je la vois commencer à assembler les pièces du puzzle. L'arrière-plan derrière moi, l'acoustique étrange, le fait que je ne fais pas la fête, que je ne suis pas en colère, juste froide. Imo Express a dit que c'était une vente privée, dit Manon, sa voix montant de panique. Ils ont promis de s'occuper de toute la paperasse légale. Ils ont dit que tant que j'avais l'autorisation, c'était bon. Ils t'ont manipulé, Manon, dis-je, ma voix dénuée de sympathie. Ils ont prié sur ta paresse. Ils savaient que s'ils offraient une clôture rapide en espèces et promettaient de s'occuper des formalités légales, tu ne poserais pas de questions. Ils voulaient entrer et démanteler le matériel avant que je ne m'en aperçoive. Ils ont coupé le cadenas à 20h20 net. Je tourne légèrement la caméra de mon téléphone, juste assez pour montrer l'insigne du commissaire Bernard et l'intérieur de l'unité de commandement mobile. Le sceau de la DGSI est clairement visible sur l'un des moniteurs. Je ne suis plus à une soirée, Manon. Je suis en garde à vue parce que ta vente frauduleuse a déclenché une alerte terroriste sur une installation classifiée. La réaction est immédiate et viscérale. Le verre de champagne de Manon glisse de sa main, renversant du liquide doré sur le sol coûteux du chalet. Mon père commence à se lever, puis se rassoit. La main de ma mère vole à sa bouche. Ce n'est pas possible, balbutie Manon. C'était juste un entrepôt. Tu as dit que c'était juste pour du stockage. Je ne t'ai jamais dit à quoi je l'utilisais, la corrige-je. Tu as supposé que ça ne valait rien parce que ça avait l'air de ne rien valoir. C'était tout l'intérêt de la conception. Oh mon Dieu, murmure Manon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. La voix de Nicolas retentit à nouveau, nette et professionnelle. Monsieur et Madame Dubois, la DGSI suit actuellement votre position via cet appel. Vous avez admis sur une ligne fédérale enregistrée avoir sciemment dépensé de l'argent que vous croyez provenir de la vente d'une propriété que vous saviez ne pas avoir le droit légal de vendre. Je vous conseille vivement de prendre immédiatement des conseils juridiques distincts et de cesser toute autre déclaration. Mais ils n'écoutent pas Nicolas. Ils se retournent les uns contre les autres. C'est de ta faute, crie mon père à ma mère. Je t'avais dit qu'on aurait dû vérifier avec un vrai avocat d'abord, mais tu as dit que c'était bon. Tu as dit que Clara ne remarquerait même pas. Ne me blâme pas, hurle ma mère en retour. C'est toi qui as insisté pour le camping-car. Je voulais attendre, mais tu as dit qu'on le méritait. Tu as dit. Taisez-vous tous les deux, crie Manon, et il y a une terreur réelle dans sa voix maintenant. Qu'est-ce que je fais? Clara, qu'est-ce que je fais? Je devrais ressentir quelque chose. Le triomphe peut-être, ou la culpabilité. Mais je me sens juste vide. Regarder ma famille imploser, c'est comme regarder la démolition d'un bâtiment à distance de sécurité. Dramatique, inévitable, et d'une certaine manière, sans grand effet. Je ne peux pas t'aider, Manon, dis-je calmement. Tu as commis des crimes fédéraux, fraude par virement, usurpation d'identité, fraude informatique en vertu de la loi sur la fraude et l'abus informatique. Tu as falsifié des documents, usurpé l'identité d'un dirigeant d'entreprise et facilité l'intrusion dans un actif de sécurité nationale. Mais je ne savais pas, gémit elle, je ne savais pas que c'était important. Tu ne me l'as jamais dit. Tu n'as jamais demandé, je réponds. Tu as supposé. Tu as vu une occasion de prendre quelque chose qui n'était pas à toi, et tu l'as prise. Tout comme tu t'es attribué le mérite de mes réussites, comme tu as pris mon dîner d'anniversaire avec nos parents, comme tu as pris ma validation toute ta vie.
Le téléphone tremble dans la main de Manon maintenant. Derrière elle, j'entends des sirènes, lointaines d'abord, puis de plus en plus proches. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, demande ma mère, sa voix faible. Ça, dis-je, ce doit être la gendarmerie de Courchevel et des agents de terrain de la DGSI. Ils viennent arrêter Manon pour des crimes fédéraux commis à travers les frontières des États. Les yeux de Manon s'écarquillent. Elle regarde la porte, puis de nouveau la caméra. Clara, s'il te plaît. S'il te plaît, tu dois arrêter ça. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas les laisser. Le son de coups frappés à la porte du chalet la coupe. DGSI, ouvrez la porte. Sur le flux de surveillance devant moi, je regarde la scène parallèle à l'entrepôt. Les équipes du raid envahissent le bâtiment. L'équipe d'Imo Express lâche ses coupe-boulons et lève les mains. Leurs visages sont blêmes de terreur alors qu'ils réalisent que ce n'est pas une ferme de crypto-monnaies. C'est quelque chose de si loin de leur entendement qu'ils ne peuvent même pas commencer à calculer les ennuis dans lesquels ils se trouvent. Les deux opérations se déroulent simultanément. Les deux pièges se referment exactement au même moment. L'écran de Manon s'agite violemment alors que les agents entrent dans le chalet. Je l'entends crier, « Je ne savais pas. C'était juste un entrepôt. Je ne savais pas. » Le visage d'un agent apparaît à la caméra, professionnel et distant. « Manon Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour fraude par virement, usurpation d'identité et violation de la loi sur la fraude et l'abus informatique. Vous avez le droit de garder le silence. » Le flux la montre forcée au sol, les mains menottées dans le dos. Ma mère pleure. Mon père crie quelque chose à propos d'avocat. La lueur chaude du crépuscule du chalet ressemble maintenant à un projecteur, exposant chaque vilaine vérité. Et puis j'entends le son que j'attendais. Aucune libération sous contrôle judiciaire ne sera offerte en raison du risque de fuite et de la nature sensible de l'actif compromis. Pas de libération. Manon restera dans un centre de détention sécurisé jusqu'au procès. Le flux téléphonique devient noir alors que l'agent le saisit comme preuve. À 22h, le CIF est devenu silencieux, à l'exception du bourdonnement de l'électronique et des bruits lointains de la ville à l'extérieur. Le commissaire Bernard examine ses notes avec un autre agent. La voix de Nicolas retentit dans le haut-parleur, calme et mesurée. « Clara, tu es toujours là. »« Je suis là, » dis-je. « La DGSI aura besoin d'une déclaration complète demain, mais tu es innocentée de tout soupçon. Je m'occuperai du volet civil. Imo Express essaiera certainement d'intenter une action en justice pour le remboursement du prix d'achat, et ta famille sera prise au milieu de tout ça. » Je réfléchis à cela un instant. Imo Express a payé Manon 350 000 € pour un bâtiment qu'elle ne possédait pas. Maintenant que la vente est nulle, ils voudront récupérer leur argent. Mais Manon l'a mis sur le compte familial, ce qui signifie en réalité qu'elle et nos parents l'ont dépensé. Combien ont-ils dépensé au total, je demande à Nicolas. Il compulse des papiers de l'appel enregistrés. 50 000 € pour la compte du camping-car. Nous sommes donc à 50 000 € dépensés sur les 350 000. Il leur manque 50 000 €, dis-je lentement, comprenant l'ensemble du tableau. Imo Express poursuivra pour le montant total. Quand Manon et mes parents ne pourront pas rembourser, Imo Express cherchera à obtenir réparation par la saisie d'actifs, termine Nicolas. Et comme tes parents ont admis sur un enregistrement fédéral qu'ils ont sciemment participé à la dépense des fonds, ils sont solidairement responsables. Ils devront liquider des actifs pour éviter des poursuites pénales pour enrichissement sans cause. Leur maison. La maison dans laquelle j'ai grandi, la maison dont ils sont si fiers, la maison dans le beau quartier avec les bonnes écoles. Ils devront la vendre pour rembourser l'argent qu'ils m'ont volé. Je me souviens à nouveau du message vocal de ma mère. Considère ça comme une compensation pour avoir élevé une fille aussi égoïste. Compensation, je murmure. Qu'est-ce que c'était, demande Nicolas. Rien. Juste de l'ironie. Le commissaire Bernard termine son appel et se tourne vers moi. Mademoiselle Dubois, vous êtes libre de partir. Nous aurons besoin que vous veniez au bureau de terrain demain à 10h pour fournir une déclaration formelle. Le procureur de la République voudra votre témoignage pour l'accusation. Je me lève, mes jambes raides d'être restées assises dans l'espace exigu. Que arrive-t-il à Manon? Centre de détention sécurisé pour la nuit, puis comparution demain après-midi. Étant donné la nature des charges et les implications pour la sécurité,
je doute que le juge accorde une libération sous contrôle judiciaire. Si elle plaide coupable et coopère pleinement, elle risque 8 à 10 ans. Si elle se bat et perd au procès, ça pourrait être 15. 8 à 10 ans. Manon a 26 ans maintenant. Elle aura la trentaine bien entamée avant d'être libre. Je devrais ressentir quelque chose à ce sujet. De l'horreur, peut-être. De la culpabilité. Mais tout ce que je ressens, c'est un lointain sentiment de justice rendue, comme regarder une équation mathématique s'équilibrer correctement. Merci, commissaire Bernard, dis-je. Il hoche la tête. Je suis désolé pour l'interruption de votre soirée, mademoiselle Dubois. Pour ce que ça vaut, vous avez une opération impressionnante. L'architecture de sécurité de l'installation est solide. Nous veillerons à ce qu'elle reste sécurisée à l'avenir. Ils ouvrent la porte du CIF et je sors dans la nuit parisienne. La ruelle sent la pluie et les ordures, mais après l'air recyclé du véhicule de commandement, elle sent la liberté. Mon téléphone vibre de notifications. Je l'avais mis en sourdine pendant l'appel, mais maintenant tout afflue. Des SMS de collègues me demandant si je vais bien. Un email de Monsieur Pierre Lemaire me demandant de l'appeler immédiatement. 3 appels manqués de la sécurité du bâtiment au sommet. Et une notification qui me fait m'arrêter de marcher. Une demande de ma banque pour autoriser le paiement d'une provision d'honoraires d'avocat pour Manon Dubois. Ils veulent que je paie son avocat de la défense. Je fixe cette notification un long moment. L'ancienne Clara, celle de ce matin, aurait agonisé sur cette décision. La famille est de la famille, n'est-ce pas? Même quand ils vous ont trahi, même quand ils vous ont traité d'égoïste, même quand ils ont essayé de vous voler aveuglément. Mais je ne suis plus cette Clara-là. J'appuie sur refuser. Puis je bloque la banque pour qu'elle n'envoie plus de demandes liées aux frais de justice de Manon. Je bloque le numéro de ma mère. Je bloque le numéro de mon père. Je bloque toute connexion à une famille qui ne m'a jamais vu comme autre chose qu'une ressource à exploiter. Mon téléphone vibre à nouveau. C'est un SMS de Monsieur Pierre Lemaire. Appelle-moi quand tu pourras. Nous devons parler de ce soir. Je débat de l'ignorer, mais il mérite une explication. Je l'appelle. Clara, qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Il a l'air plus confus qu'en colère. Je lui donne la version épurée. Ma sœur a commis une usurpation d'identité et une fraude par virement. J'ai coopéré avec la DGSI pour résoudre le problème. Je suis innocenté de tout acte répréhensible. Le nom du cabinet ne sera impliqué dans aucune publicité négative. Il y a une longue pause, puis... Mon Dieu, Clara, je suis désolé. C'est... Je ne peux même pas imaginer. Prends ta journée de demain. Prends toute la semaine si tu en as besoin. Nous nous occuperons de tout ici. Merci, Pierre. Je serai là lundi alors. Une dernière chose, dit-il. Les associés et moi parlions pendant que vous étiez indisposés. La promotion est toujours d'actualité. Le fait que la DGSI se soit présentée ne change rien au fait que vous l'avez mérité. En fait, la façon dont vous vous êtes comporté ce soir, en restant calme, en coopérant, en protégeant le cabinet. C'est exactement le genre de jugement dont nous avons besoin chez une vice-présidente. Nous avons de la chance de vous avoir. Je ferme les yeux. Merci. Après avoir raccroché, je reste dans la ruelle un moment, laissant la réalité s'installer. J'ai été retenu par la DGSI, j'ai vu ma sœur se faire arrêter, j'ai orchestré la ruine financière de mes parents, et d'une manière ou d'une autre, je m'en suis sorti avec ma carrière intacte. La fête sur le toit-terrasse est probablement toujours en cours, mais je n'ai aucune envie d'y retourner. Au lieu de cela, je commence à marcher vers le métro. Mon appartement n'est qu'à 20 minutes si les rames sont à l'heure. En marchant, mon téléphone vibre une fois de plus. Numéro inconnu. Je manque de ne pas répondre, mais quelque chose me pousse à le faire. Mademoiselle Dubois, ici l'agente Sandrine Lefebvre, section cyber de la DGSI. Le commissaire Bernard m'a demandé de vous appeler. Nous avons sécurisé votre installation et évacué l'équipe d'Imo Express. Vous devrez demander à votre société de sécurité de réinitialiser les codes d'accès, mais il n'y a pas de dommages structurels. L'actif est sécurisé. Merci, agente Lefebvre. Une dernière chose, dit-elle.
Nous avons analysé les documents de planification d'Imo Express. Ils surveillaient votre propriété depuis 3 semaines, attendant une opportunité. Quand la vente frauduleuse de votre sœur est passée, ils ont sauté dessus immédiatement. Si vous n'aviez pas eu les protocoles de sécurité en place, ils auraient dépouillé cette installation et disparu. Votre préparation a sauvé des millions d'actifs nationaux. Après qu'elle est raccrochée, je pense à ça. Il y a 6 ans, quand j'ai acheté cette propriété, je l'ai construite exactement comme il fallait, anonyme, sans prétention, légalement blindée par des SAS et des contrats d'État, et des alarmes silencieuses qui se déclencheraient si quelqu'un essayait de la forcer. Manon pensait que j'amassais de la camelote. Mes parents pensaient que j'étais égoïste. Ils n'ont jamais pris la peine de demander ce que je construisais, ce que je protégeais, ce pourquoi j'avais si durement travaillé. Ils ont juste supposé que je ne le méritais pas. J'atteins l'entrée du métro et m'arrête en haut des escaliers. En bas, la ville continue son mouvement éternel. Les trains circulent, les gens se déplacent, la vie suit son cours, que vous soyez prêt ou non. Mon téléphone vibre une dernière fois ce soir. C'est un email du service juridique d'Imo Express envoyé à l'adresse email de Manon, mais avec moi en copie puisque mon nom figure sur les registres de propriété. L'objet est une demande immédiate de restitution du prix d'achat frauduleux. Je l'ouvre et lis les premières lignes. Nous avons été informés que la vente de la propriété située à adresse expurgée a été exécutée sans autorisation appropriée. Nous exigeons le remboursement immédiat du prix d'achat total de 350 000 € dans les 72 heures, faute de quoi nous poursuivrons tous les recours juridiques disponibles, y compris, mais sans illimité, les litiges civils et les plaintes pénales pour fraude. 72 heures. Ils veulent récupérer leur argent en 3 jours. Manon ne l'a pas. Mes parents en ont dépensé 50 000 €. Même s'ils liquident tout immédiatement, ce ne sera pas assez rapide. Je pourrais les aider. J'ai l'argent. Je pourrais faire un chèque de 350 000 € tout de suite et faire disparaître tout ça pour eux. Mais je me souviens de la voix de ma mère. Compensation pour avoir élevé une fille aussi égoïste. Je transfère l'email à Nicolas avec une seule ligne. Je ne fournirai aucune aide financière pour résoudre cette affaire. Puis je descends dans le métro, laissant l'air froid de la nuit derrière moi. 6 mois ont passé depuis cette nuit dans la ruelle. Le bureau est calme à 7 heures du matin. Le bâtiment est encore à moitié endormi. La lumière du matin commence à peine à filtrer à travers les baies vitrées. Mon café est encore chaud, la vapeur s'élevant de la tasse en céramique alors que je passe en revue les finances trimestrielles de mon portefeuille immobilier. Je suis assise dans un bureau d'angle au 42e étage d'un immeuble de la Défense. L'immeuble appartenait autrefois à Imo Express avant qu'il ne fasse faillite. Je l'ai acheté lors d'une vente aux enchères pour une bouchée de pain. L'ironie ne m'échappe pas. Imo Express s'est effondré sous le poids de l'enquête fédérale. Il s'est avéré que mon installation n'était pas la première fois qu'ils utilisaient des méthodes douteuses pour acquérir des propriétés. La DGSI a trouvé des preuves de multiples transactions frauduleuses, de documents falsifiés et de coordination avec des réseaux de vol organisés. La société a été dissoute en 3 mois et tous ses actifs ont été mis aux enchères. J'ai acheté leur siège social, je l'ai vidé, rénové, et il abrite maintenant les bureaux agrandis de Dubois Industries ainsi que mon nouveau fonds de capital risque axé sur le développement d'infrastructures sécurisées. Mon téléphone vibre. C'est une alerte d'actualité. Manon Dubois condamnée à 8 ans de prison ferme pour fraude par virement. Je lis l'article. Elle a plaidé coupable, a coopéré avec les procureurs, a montré des remords appropriés. Le juge lui a quand même donné 8 ans parce que, comme l'indiquait le mémoire de condamnation, les actions de l'accusé ont compromis des actifs de sécurité nationale et ont démontré un mépris systématique et arrogant de la loi. Mes parents ont évité la prison en liquidant immédiatement leur maison et en remboursant intégralement Imo Express. Ils ont également dû payer des amendes de restitution, totalisant 75 000 € supplémentaires pour leur rôle dans la dépense de l'argent volé. Aux dernières nouvelles, ils vivent dans un appartement en banlieue à 60 km de la ville. Mon père a pris un poste de directeur régional dans une chaîne de magasins. Ma mère travaille à temps partiel dans une jardinerie. Ils appellent parfois, de numéros différents, de téléphones empruntés, toujours le même message. S'il te plaît, Clara, nous sommes une famille. Nous avons fait une erreur. Tu ne crois pas au pardon? J'ai changé de numéro après le 3e appel. La porte de mon bureau s'ouvre et mon assistante, Claire,
passe la tête. Votre rendez-vous de 8 heures est en avance. Je la fais entrer ou patienter? Fais-la entrer, dis-je. Une jeune femme entre, peut-être 23 ou 24 ans, portant un blazer légèrement trop grand et tenant un portfolio qu'elle serre comme un bouclier. Elle est nerveuse. Je le vois à la façon dont elle se tient juste à l'intérieur du seuil, incertaine si elle doit s'approcher de mon bureau ou attendre une invitation. Mademoiselle Dubois, dit-elle. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis Chloé Rousseau. Je suis la stagiaire de notre bureau de Lille. Je sais, je termine, lui désignant la chaise en face de mon bureau. Asseyez-vous, Chloé. Et appelez-moi Clara. Elle s'assoit, posant soigneusement le portfolio sur ses genoux. Je n'étais pas sûr que vous voudriez vraiment me rencontrer. Je sais que vous êtes occupé et je ne suis que. Vous n'êtes que la stagiaire qui a identifié une vulnérabilité de sécurité critique dans le système de contrôle d'accès de nos installations de Lille, j'interromps. La vulnérabilité qui aurait pu nous coûter des millions si elle avait été exploitée. Ce n'est pas rien. Elle rougit. Je consultais les journaux de sécurité et j'ai remarqué une incohérence dans les protocoles d'horodatage. Il m'a semblé que ça valait peut-être la peine de le mentionner. Ça valait une prime de 10 000 €, que vous devriez voir sur votre prochaine fiche de paie, dis-je. Ça valait aussi cette réunion. Je voulais vous parler de votre trajectoire de carrière ici. Ses yeux s'écarquillent. Ma carrière? Je ne suis qu'une stagiaire. Je n'ai même pas encore mon diplôme. C'est justement ça, dis-je. Vous êtes intelligente. Vous avez le souci du détail. Et vous remarquez des choses que les autres ne voient pas. Ce sont les qualités que je recherche. Je vous offre donc un poste à temps plein à partir de votre diplôme, analyste junior, avec une voie claire vers des postes de direction si vous performez. Elle me fixe. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui ou non, je réponds. Mais pendant que vous décidez, je veux savoir quelque chose. Avez-vous le soutien de votre famille pour ce cheminement de carrière? La question la prend au dépourvu. Pas vraiment. Mes parents voulaient que je sois médecin ou avocate. Ils pensent que ce que je fais, la cybersécurité, l'analyse des risques, n'est pas assez prestigieux. Ils ne sont pas venus à ma remise de diplôme le mois dernier. Voilà. Cette douleur familière de la déception familiale. Laissez-moi vous dire quelque chose, Chloé, dis-je en me penchant en avant. Les gens qui sont censés vous soutenir, ceux qui partagent votre sang, sont parfois les derniers à voir votre valeur. Parfois, ils sont tellement investis dans ce qu'ils pensent que vous devriez être qu'ils ne peuvent pas voir qui vous êtes réellement. Elle hoche lentement la tête, et je peux voir la reconnaissance dans ses yeux. Vous n'avez pas besoin de leur validation, je continue. Vous avez besoin de vos propres normes, de vos propres objectifs, de votre propre définition du succès. Construisez quelque chose de si solide, de si légalement protégé, de si stratégiquement positionné que personne ne pourra vous le prendre. Ni la famille, ni les concurrents, ni personne. C'est ce que vous avez fait, demande-t-elle doucement. Je pense à l'installation de la boîte grise, toujours en activité, toujours sécurisée, maintenant évaluée à 14 millions d'euros après avoir étendu les contrats. Je pense à cet immeuble, acheté sur les cendres de l'entreprise qui a tenté de me voler. Je pense à la carrière que j'ai bâtie dans des espaces où personne ne s'attendait à ce que je réussisse. Oui, dis-je. C'est exactement ce que j'ai fait. Elle se redresse alors sur sa chaise. Oui. J'accepte le poste. Bien. Je me lève et lui tends la main. Elle la serre, sa poignée plus ferme maintenant, plus confiante. Bienvenue chez Dubois Industries, Chloé. J'attends de grandes choses de vous. Après son départ, je me retourne vers la fenêtre. Le soleil est complètement levé maintenant, dissipant la brume matinale, révélant la ville en relief net. Quelque part là-dehors, mes parents se préparent probablement pour leur quart de travail. Manon est dans un établissement fédéral, décomptant 8 ans dans une cellule de 2x3 mètres. Je devrais ressentir le triomphe, ou la culpabilité, ou quelque chose de plus dramatique que cette paix calme et installée. Mais je n'ai plus besoin de drame. Je n'ai plus besoin de la validation de gens qui ne m'ont jamais valorisé. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, sauf à moi-même. Mon téléphone vibre avec un rappel de calendrier.
10 heures. Visite du site de la boîte grise pour le renouvellement du contrat du ministère des Armées. Je rassemble mes affaires et me dirige vers l'ascenseur. En attendant qu'il arrive, j'aperçois mon reflet dans les portes en acier poli. La femme qui me regarde à 30 ans, a réussi selon tous les critères qui comptent, et est complètement, enfin, libérée du poids de l'obligation familiale. L'ascenseur arrive avec un doux carillon. J'entre et les portes se referment sur l'ancienne version de moi-même. Celle qui organisait des fêtes pour prouver qu'elle n'avait besoin de personne. Celle qui répondait à chaque appel de ses parents, en espérant que cette fois serait différente. Celle qui mesurait sa valeur à l'approbation des autres. Cette version de Clara Dubois est partie. Cette version a construit des empires dans l'ombre et a laissé ses ennemis se détruire à la lumière. Cette version sait que la meilleure vengeance n'est pas la cruauté. C'est un succès si complet, si indéniable que les gens qui vous ont sous-estimé n'ont d'autre choix que de vivre avec les conséquences de leur propre choix. Alors que l'ascenseur descend vers le hall, vers une autre journée de construction, de protection et de réussite selon mes propres termes, je m'autorise le plus petit des sourires. Non pas parce que ma famille a souffert, mais parce que je leur ai survécu. Et survivre, j'ai appris, n'est que le début pour devenir quelqu'un qu'ils ne pourraient jamais diminuer.